Débat de l'Institut de l'engagement. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Frédéric Worms. Frédéric Worms, tu es professeur de philosophie. Tu es professeur de philosophie à l'École normale supérieure. École normale supérieure où tu as été élève. Et je rappelle au passage, et ça va permettre à celles et ceux qui nous écoutent de deviner ton âge, tu as été reçu premier à l'agrégation de philosophie en 1986 et tu avais 22 ans. Tu es l'auteur de plusieurs livres, dont Revivre, qui a été prix lycéen du livre de philosophie, pour un humanisme vital. Je cite ceux qui ont un lien évidemment avec la conférence d'aujourd'hui, ou un lien plus fort avec la conférence d'aujourd'hui, les maladies chroniques de la démocratie, et puis celui qui donne le nom à la conférence de ce soir, Sidération et résistance face à l'événement 2015-2020, et un livre qui est composé des chroniques que tu as données au journal Libération de 2015 jusqu'à février 2020, c'est-à-dire juste avant le confinement, confinement qui dure. Et donc, dans cet ouvrage, tu parles d'un certain nombre d'événements qui te sidèrent, qui nous sidèrent. Merci beaucoup, Frédéric, d'être avec nous, et à toi. Et pour information, Martin est là, qui se cache derrière une des petites vignettes. Martin, tu peux aussi nous dire bonsoir à tous. Martin Hirsch, président de l'Institut de l'engagement, et Claire est là aussi, directrice générale de l'Institut de l'engagement, depuis qu'il n'existe pas, comme elle aime le dire. Bien, Martha, vas-y. Ah, je croyais que quelqu'un avait pris la parole. J'enchaîne, Marc? C'est à toi, Frédéric. D'accord. Merci à toi, merci à vous. Merci pour cette invitation et pour cette présentation. Je suis vraiment très heureux d'être là. Évidemment, il y avait la petite information sur mon âge. En fait, je pense que j'avais plutôt 2-3 ans quand j'ai passé l'agrégation de philosophie. Donc, vous pouvez enlever 20 ans et comme ça, vous les enlèverez aussi à Martin, avec qui on se connaît depuis cette période. Ça vous dit qu'on est dans notre trentaine, on est dans notre trentaine environ. Donc, merci vraiment de cette invitation. Je suis vraiment très content de pouvoir discuter avec vous. Je vais essayer de concentrer quelques remarques en reliant deux des titres des livres que tu as généreusement rappelés, et pour ouvrir une discussion au fond, que c'est surtout pour moi le plus important, c'est de pouvoir discuter ce soir avec vous. Et d'ailleurs, je glisserai, je pense, à la fin de mon propos, quelque chose sur l'idée, le problème au fond, à quoi répond l'idée même d'un institut de l'engagement, mais ce sera, j'espère, pas artificiel. Ce que je voudrais vous proposer, puisque effectivement, comme l'a dit Marc, il y a deux thématiques là parmi les livres qu'il vient de rappeler, que je voudrais relier, celle de la démocratie, cet essai sur les maladies chroniques de la démocratie, et puis cette question de la sidération qu'on ressent face à certains événements. Et finalement, ce que je voudrais essayer de vous proposer rapidement, c'est essayer de montrer pourquoi la démocratie est, et peut-être même, et seulement la démocratie est la réponse à la sidération. La démocratie comme réponse, et peut-être comme seule réponse à la sidération, peut-être même à toutes les formes de sidération, mais en tout cas à certains événements sidérants, évidemment, avant tout dans le domaine politique. Donc je voudrais montrer pourquoi la démocratie, comme régime politique, est finalement ce qui nous permet de répondre et de résister à la sidération, et par exemple à des événements aussi sidérants dans des ordres différents, hein, mais malgré tout, pour donner quelques exemples, et je vais expliquer ce qu'il faut entendre par sidération dans un instant, des événements comme certes des attentats terroristes, mais aussi une pandémie de coronavirus ou quelques autres. Et si la démocratie est une réponse à la sidération, c'est pour plusieurs raisons, mais la plus importante n'est peut-être pas celle qu'on croit. La première raison, je pense, qui peut venir à l'esprit de tout le monde, hein, et au fond ce qu'on fait ce soir l'illustre aussi, c'est que la démocratie peut être une réponse à la sidération parce que la démocratie est le régime où l'on peut parler librement.
C'est une des définitions possibles de la démocratie, et j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs aussi. Et pourquoi est-ce que c'est en tant que régime de la parole, hein, et il y a des institutions pour ça, le Parlement, les, les- les débats justement, comme ce soir, les universités, les cafés même, les terrasses, pas seulement, mais même maintenant les réseaux, évidemment. Pourquoi est-ce que c'est une réponse à la sidération? C'est une réponse à la sidération parce que ce qui définit un événement sidérant, c'est un événement qui nous laisse littéralement muets. C'est un événement qui nous pétrifie. C'est un événement qui n'est pas seulement un événement angoissant ou un événement effrayant ou même un événement douloureux ou un événement qui produit de la souffrance. C'est un événement qui a pour caractéristique de nous laisser, comme on dit, sidérer. Alors sidérer, c'est un mot qui vient des astres, hein, en latin. Les astres, sidérus, c'est les astres. Voilà, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, pour ainsi dire. Hein. C'est, au fond, dans l'étymologie, c'est un ami qui me l'a expliqué après que justement j'ai pris cette notion comme titre du livre. Voilà, c'est comme on dit dans Astérix aussi, le ciel nous est tombé sur la tête, et ça veut dire que c'est un événement soudain, radical, et qui nous laisse pétrifiés parce qu'il fait s'écrouler ce qui nous protégeait justement. Et quand le ciel nous tombe sur la tête, pour un ancien, hein, pour quelqu'un qui est un ancien Gaulois ou un ancien Romain, ou un ancien grec, le ciel, c'est ce qui nous protège. Le ciel, c'est vraiment la protection. Hein. C'est vraiment le lieu des étoiles, le lieu des dieux, le lieu qui nous permet de nous repérer dans l'univers. C'est le cosmos, comme ordre cosmique. Et boum, il nous tombe sur la tête. Et donc, la sidération est justement ce qui, en détruisant nos repères, nous laisse proprement muets. Et le propre de ce qu'on appelle aussi le traumatisme, le propre du traumatisme, c'est de nous laisser pétrifiés et donc muets. Et d'une certaine façon, la première réponse à la sidération que produisent certains événements, comme en effet des attentats dans les rues de nos villes, ou bien une pandémie, et même la mesure pour lutter contre la pandémie, le confinement, des mesures avec des conséquences très profondes et soudaines, hein, dans nos vies, une annonce à 20 h le soir qui change notre vie 2 jours plus tard ou le jour même. La première réponse à cette pétrification que ça produit, quand ça touche à ce qui était la structure même de nos vies, quand nous ne pouvons plus parler, c'est la parole. Les psychologues le savent bien, il faut parler. Et finalement, en politique, la démocratie, et c'est pour ça qu'on en a besoin, bien sûr, la démocratie, c'est le régime où l'on peut parler librement de ce qui nous arrive, et cette parole n'est pas importante seulement dans son contenu, mais aussi dans son acte même de parler, finalement, de reprendre la parole, de donner du sens à ce qui nous arrive. Et c'est vrai que finalement, moi, quand on m'a confié des chroniques dans un journal, on pourra y revenir, ce que c'est qu'aussi d'essayer d'écrire dans l'événement. Je ne savais pas qu'il allait y avoir tous ces événements sidérants, mais ils se sont enchaînés, d'où aussi, et le terme est revenu presque au moins tous les mois ou tous les 3 mois. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai donné ce titre. Donc la démocratie est une réponse à la sidération, d'abord par cette caractéristique qui n'est pas secondaire de la parole. Mais il y a un deuxième aspect qui me semble encore plus important, et c'est celui que je voudrais souligner le plus ce soir, finalement, en liant la démocratie et la sidération. Et ça va rejoindre, au fond, des choses très concrètes que nous sommes en train de vivre aussi aujourd'hui, et l'importance de ce régime politique imparfait. Hein. J'expliquerai pourquoi on ne peut pas parler de la démocratie dans un instant aussi. Mais il y a un deuxième aspect qui caractérise quand même, disons, ce qui est démocratique, les différents degrés de démocratie, permet aussi d'ailleurs de définir hein, ce qui est plus ou moins démocratique, et qui fait que la démocratie est, je dirais même, le seul régime politique qui peut répondre à la sidération, et même d'une certaine façon, non seulement aux sidérations politiques, mais même aux sidérations individuelles, car nous avons aussi des événements sidérants dans nos vies individuelles. Par exemple, un deuil soudain, ou une perte d'emploi, ou voilà, il y a des événements qui nous laissent sidérer et qui ne sont pas forcément apparemment politiques. Pourquoi est-ce que la démocratie est si importante? C'est parce que, c'est la thèse que je voudrais soutenir, c'est que la démocratie est le seul régime politique qui assume complètement le négatif dans la vie humaine, ce qu'il y a de négatif dans la vie humaine, qui assume au fond
de lutter contre tous les dangers de la vie humaine, et même d'une certaine façon qui assume, alors justement, peut-être pas une sorte de modestie du politique, comme si le politique n'était là que pour conjurer des dangers ou pour éviter le pire, hein. Parce que justement, j'y reviendrai, en évitant le pire, on est forcé de faire du mieux aussi, on est forcé d'inventer des ressources nouvelles, mais quand même, je pense que, disons, la démocratie, telle que je la définis pour ma part, c'est le régime qui assume toutes les négativités, tout ce qu'il y a de négatif, c'est-à-dire tout ce qui peut détruire finalement les vivants humains en tant que tels. Pourquoi est-ce que la démocratie est le seul régime, à mes yeux, qui se donne pour tâche, hein, qui se donne pour tâche de lutter contre le négatif, de telle sorte même que, voilà, ça énerve un peu les gens, ça donne une définition un peu négative de la démocratie, mais en plus, parce que une bonne démocratie, c'est une démocratie où il y a beaucoup de problèmes. C'est une démocratie, c'est un régime où il y a des problèmes. On va voir pourquoi dans un instant. Donc on dit tout le temps que notre démocratie va mal parce qu'il y a des problèmes, ce qui est vrai dans certains cas. Il y a aussi des bons problèmes, des problèmes que les autres régimes politiques ne posent pas et qu'il faut poser, parce que ce sont des problèmes très dangereux, et donc la démocratie les affronte. Et ce que je voudrais montrer, donc très, très rapidement, c'est pourquoi, quel type de problème, au fond, la démocratie est le seul régime politique à affronter, et pourquoi, bien loin, certains disent, voilà, les grands principes démocratiques, c'est des bons sentiments, c'est des principes abstraits, c'est des principes c'est des fictions, le réel, c'est beaucoup plus dur que ça. Je pense que c'est exactement le contraire. Et donc, je voudrais proposer cette définition très simple, hein, de la démocratie comme affrontant toutes les négativités, de tous les dangers des humains. Que fait le politique en général? Le politique, l'institution politique, un régime politique est fait pour lutter contre certains dangers bien précis, ceux que j'appellerais avant tout, hein, des dangers extérieurs, des dangers qui menacent la survie d'une communauté. Par exemple, une guerre avec un ennemi extérieur, par exemple, en effet, une pandémie, par exemple, des tremblements de terre, les catastrophes naturelles, les dangers environnementaux, j'y reviendrai dans un instant, les guerres avec des ennemis extérieurs, comme je le disais aussi. Donc c'est le but premier du politique. Les Romains disaient salus populi suprema lex, le salut du peuple est la loi suprême. Il faut protéger le peuple. Mais il y a un danger contre lequel beaucoup de régimes politiques ne luttent pas, et même contre lequel ils disent qu'il ne faut pas lutter parce que précisément il faut lutter contre la mort du peuple, contre la destruction. Ce danger, c'est celui, moi, ce que j'appelle les violences intérieures à une société, hein, les conflits intérieurs à une société. Et quand je dis intérieur, c'est vraiment intérieur. Ce n'est pas la guerre, par exemple, avec un ennemi extérieur, mais c'est plutôt la guerre civile, dont le modèle, pour moi, est toujours, et dans toutes les cultures, ça existe, le conflit, même dans une famille, par exemple, entre deux frères, le fratricide, le conflit intérieur à une société. Cette forme de négativité qui est inévitable, parce que les êtres humains sont divisés, et parce que nous menaçons les uns les autres. Et donc la démocratie est le régime qui lutte aussi contre les violences intérieures. Et la première violence intérieure, c'est l'abus de pouvoir du politique. Et il faut donc lutter non seulement contre la mort venant de l'extérieur, mais aussi contre l'injustice intérieure. Et c'est pourquoi on abolit le pouvoir absolu et on institue, qui crée une tyrannie intérieure, on institue ce qu'on appelle le pouvoir du peuple, ce qui semble être une garantie, c'est le sens du mot démocratie. Mais si ce pouvoir du peuple est lui-même excessif, eh bien on institue des contre-pouvoirs et donc il faut limiter lui-même le pouvoir du peuple qui s'auto-limite, etc. Donc la démocratie est la lutte contre les injustices intérieures aux humains et pas seulement les dangers extérieurs à une société. Or, ces injustices intérieures aux humains, elles viennent toujours redoubler les dangers. Regardez la pandémie, par exemple. On a un danger commun. Mais, vous le voyez bien, au lieu que ça produise tout de suite une unité contre ce danger commun, il y a aussi des conflits qui vont revenir. Certains, il y a des dangers d'injustice qui vont revenir. Certains les voient et vont les ajouter. Il faut lutter contre la pandémie, mais aussi contre les inégalités dans la pandémie.
Et il faut lutter contre ceux qui dénient la pandémie, voire contre ceux qui vont aggraver les inégalités face à la pandémie. Et donc, finalement, un régime démocratique, c'est un régime qui lutte sur plusieurs fronts et qui considère que tous ces dangers sont aussi importants que les uns que les autres et qui assume les conflits, qui assume la négativité, qui dit au fond, les humains sont travaillés par des dangers intérieurs contre lesquels il faut lutter de plus d'une façon. Et le problème de la démocratie, vous voyez bien, et je vais aller très vite vers 2-3 remarques concrètes, hein, même si j'ai déjà donné quelques exemples. Le problème de la démocratie, c'est de concilier la lutte contre ces dangers. Quand vous avez par exemple une pandémie, vous devez lutter à la fois contre la mort, hein, contre les risques sanitaires, et en même temps contre les injustices économiques ou préserver la liberté des citoyens, préserver les libertés publiques. Et seuls les régimes démocratiques affrontent cette conciliation qui est très difficile de lutter contre tous les dangers à la fois. Plus encore, hein, la démocratie, et c'est ça qui est fascinant d'une certaine façon, voit surgir toujours de nouvelles injustices. La question, par exemple, du suffrage universel paraît régler la question de la démocratie. Hein. Sauf qu'en France, par exemple, évidemment, les femmes n'ont eu le droit de voter qu'en 1945, et la France n'a dépassé une partie de l'injustice entre les hommes et les femmes que tardivement, pour compléter cette partie de lutte contre l'injustice qui représentait déjà le suffrage universel. Autrement dit, la démocratie, loin d'être jamais parfaite, se définit plutôt par la lutte contre de nouvelles formes d'injustice dénoncées par des citoyens, par la parole, dans des sociétés démocratiques. On a aussi besoin de démocratie pour revendiquer, pour certains par exemple, les droits des autres vivants que les humains, des droits des animaux, pour dévoiler de nouvelles injustices dans le monde du travail ou même dans tous les univers, et finalement pour concilier tous ces principes. C'est pourquoi la démocratie doit se définir par un seul problème, mais qui connaît des degrés, des paliers. C'est pour ça que le suffrage universel est un étage de la démocratie. Il règle le problème de la distribution du pouvoir en partie, mais il ne les règle pas tous. Et c'est pourquoi la démocratie est une source de problèmes fécondes pour laquelle il faut se battre, hein, et qui se bat, et qui est le seul régime à se battre contre tous les dangers. Avec des contradictions, on y reviendra peut-être dans la discussion, entre par exemple la liberté d'expression, les libertés privées, les conflits internes et donc la prolifération des institutions démocratiques. C'est en effet, avant le tout dernier point auquel je voudrais venir, c'est que ce qui définit la démocratie, c'est d'abord des institutions. Des institutions, c'est-à-dire des règles collectives que tous s'engagent à respecter pour lutter contre, justement, tous les dangers, et qui sont plus nombreux qu'on ne croit, qu'affrontent les humains. Pourquoi ces institutions sont si importantes? Mais d'un autre côté, il ne faut pas seulement des institutions qui sont des cadres, encore une fois, sont apparus à une certaine époque, qu'il faut défendre, hein, et je vais y revenir pour conclure, mais qu'il faut aussi faire bouger pour affronter des nouveaux dangers, trouver des nouvelles solutions. Et c'est pourquoi il y a une sorte de tension interne, les philosophes diraient une dialectique, une sorte de conflit, hein, entre des institutions qui ont réglé plus ou moins certains sujets et des critiques, la critique qui est au cœur de la démocratie, avec le risque aussi finalement de ce danger de la critique elle-même, qui peut devenir le complotisme, on en parlait juste avant de commencer, le soupçon que puisqu'il y a un danger ou quelque chose d'imparfait, plus rien ne vaut, hein, l'abandon, l'idée que s'il y a un problème, dans une démocratie, la démocratie ne vaut plus rien, ce qui évidemment est faux, puisqu'au contraire, on avance par la critique en démocratie, mais par une critique qui, évidemment, a une boussole, hein, qui est la lutte contre les injustices et de les faire progresser et non pas régresser. On avance par la critique et on avance aussi par des actions. Et c'est pour ça que je voudrais rejoindre la question de l'engagement individuel et social qui vient lutter contre des problèmes en inventant des solutions.
Et je crois que ce que font les gens qui s'associent pour lutter contre des problèmes, c'est ils, euh, ils repèrent des problèmes précis, ils inventent des solutions pour, euh, euh, pour faire avancer un angle mort, hein, quelque chose que les autres n'ont pas vu, et faire progresser la démocratie et la lutte contre les différents problèmes des vivants humains. Et donc faire dépasser aussi nos sidérations. Un démocrate, c'est quelqu'un qui est assez facilement sidéré. Je suis sidéré si quelqu'un insulte quelqu'un d'autre en raison de sa couleur de peau, en raison de son genre, comme on dit. Je suis sidéré parfois par la plus petite insulte, autant que par le très grand crime. Un démocrate, c'est quelqu'un qui est quand même assez sensible et assez pénible aussi, qui vient embêter les autres et qui vient aussi résoudre des petites injustices, des injustices sociales inaperçues et trouver parfois des moyens très concrets de répondre. Et au fond, quel est le paradoxe aujourd'hui, hein? Le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'il faut défendre la démocratie contre les dangers qui la menacent elle-même. Et l'une, on voit très bien un danger très classique hein, qui menace la démocratie, c'est quand les grands dangers extérieurs reviennent. Une pandémie va être forcément une menace pour la démocratie parce que, au nom de cette urgence, on peut être tenté de renoncer aux autres problèmes. Mais le plus grand danger au nom duquel on menace la démocratie, c'est toujours la guerre, toujours l'ennemi extérieur contre les violences intérieures qui fait qu'on renonce à cette tâche démocratique. Pourquoi aujourd'hui il faut défendre aussi les institutions? Et c'est pour ça que j'avais envie de conclure par une petite pirouette peut-être verbale, hein, de dire que d'un côté, il faut faire bouger les institutions par l'engagement, hein, par des actions qui dévoilent de nouveaux problèmes. Et il faut reconnaître cette tâche. Et je vois dans l'institution de l'engagement, l'Institut de l'engagement, je sais que c'est avant tout une forme un lieu de formation, un lieu de reconnaissance aussi, mais pour moi, il est totalement symbolique de la démocratie aujourd'hui, que l'engagement et ses institutions. De même que la presse a ses institutions et qu'il faut protéger, de même que même la liberté de manifester est une liberté qui a des règles, qui est une institution. On peut dire que la rue est une institution, Internet est une institution, doit avoir des règles, etc. Et donc aujourd'hui, on a finalement des actions qui peuvent faire bouger la démocratie, mais comme il y a des transgressions toujours possibles, il faut aussi des règles et des institutions. Et je dirais que le symétrique de l'institution de ces actions, de l'institution de la critique, l'institution de l'engagement, l'institution des, de la morale, même de l'éthique, hein, dans le comité d'éthique par exemple, l'institution des chartes d'éthique, etc. On parle beaucoup de la police aujourd'hui, de la presse, etc. Le symétrique, c'est ce que j'appellerais l'engagement dans les institutions. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut à la fois des institutions de l'engagement et l'engagement dans les institutions. L'engagement dans les institutions, ça veut dire en fait aussi qu'il faut... ces institutions démocratiques ne sont pas gagnées une fois pour toutes. Non seulement elles doivent progresser, mais elles peuvent régresser. Et le problème, le mystère de la démocratie, c'est elle n'est pas tout ou rien. On est sorti d'une époque où on pensait qu'il y avait des États qui n'étaient pas du tout démocratiques, ce qui est quand même vrai, parce qu'ils n'ont pas franchi les paliers minimaux hein, de la démocratie, et des États qui seraient complètement démocratiques. On sait maintenant que ce qu'on appelle les démocraties le sont en fait à un degré important, hein, fondamental pour certaines grandes libertés, mais toujours incomplets, et qu'il faut donc les défendre et les faire progresser contre leur régression possible. Et donc voilà, et je conclurai en disant, nous vivons aujourd'hui des événements sidérants de façon collective, hein, des grandes catastrophes, c'est vrai, des menaces aussi de grandes catastrophes. Ils nous laissent muets, et en plus, ces menaces nous laissent muets et paniqués. Et donc, voilà, on peut recourir au contraire de la démocratie, c'est-à-dire un régime qui nous promet de répondre et qui ne nous empêche de parler. La démocratie, c'est le contraire, elle nous permet de parler en disant qu'elle ne pourra jamais parfaitement répondre, mais qu'elle n'abandonnera pas non plus les libertés, les dignités, l'égalité, et entre les citoyens, même au nom de la démocratie, même au nom, pardon, des catastrophes.
Et on peut conclure sur l'idée aussi que même dans une catastrophe individuelle, par exemple dans un deuil personnel ou dans une dépression individuelle, on a besoin au fond d'institutions qui reconnaissent la possibilité du négatif, la possibilité de craquer, et qui en même temps inventent des institutions pour y répondre, qui inventent des solutions collectives. Et c'est pourquoi la démocratie est la réponse à la sidération collective, mais aussi à la sidération parfois individuelle, et personne ne peut au fond guérir tout seul, et inversement, on trouve une certaine forme de thérapie, hein, de réponse. Et vous le savez mieux que personne parce que vous travaillez sur l'engagement, et vous engagez et vous travaillez sur l'engagement, et je pense que c'est important de comprendre que l'engagement ne peut pas tout résoudre, a besoin des institutions malgré tout, hein, qu'on peut être aussi actif, bienveillant qu'on veut, s'il n'y a pas des cadres, on ne peut rien faire, mais qu'en même temps, il est aussi une réponse à la sidération, et que les traumatismes sont toujours aussi, se traduisent par comme je disais au début, hein, le silence, l'impossibilité de parler, le sentiment qu'on a perdu ce qui nous protégeait et l'incapacité d'agir. Tout ça se tient, et la parole, les institutions et l'action, tout ça va ensemble. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense que toutes nos institutions se tiennent, les institutions d'enseignement, les institutions politiques, les institutions de la presse. Elles sont toutes fragiles, il y a une sorte de cohérence critique, il faut les faire vivre de l'intérieur, aussi les critiquer, et c'est pourquoi je suis très content de parler avec vous ce soir, juste simplement voilà, pour proposer cette idée que nous vivons des expériences en effet sidérantes, mais que nous avons les moyens d'y répondre si justement on sait les définir un petit peu, et les partager, et les faire avancer, et on ne sera pas forcément tous d'accord sur ce qui sont les priorités, sur les équilibres à trouver dans une crise, par exemple, comme la pandémie, dans une crise comme le terrorisme, mais au moins qu'on soit d'accord sur le problème. Et le problème, c'est de répondre à tous les dangers à la fois, au moins un peu. Voilà ce que je voulais vous proposer pour ouvrir une discussion sur nos tâches que je crois communes. Frédéric, merci beaucoup. Déjà, visible dans le chat ou pas visible dans le chat, des questions et des réactions à ta conférence. Je vais outer Amélie qui visiblement a des pratiques assez clientélistes et qui achète la paix sociale avec ses enfants, puisqu'elle a collé ses enfants devant des dessins animés, nous dit-elle, et qui se pose la question, et qui te pose la question, est-ce que la famille est une démocratie? Ah, c'est une question effectivement magnifique. Je pense que la famille n'est pas forcément une démocratie, pas du tout naturellement, justement. Au contraire, toute idée que la famille est liée naturellement par des principes de bienveillance uniquement, et qui est un modèle du régime politique parce qu'il y a des liens biologiques, par exemple, est une erreur. Moi, je suis parti, par exemple, pour définir la guerre civile, de l'exemple du fratricide. Dans une famille, il y a des conflits. Et donc, une famille devient démocratique si elle assume les conflits et les règles aussi pour dépasser les conflits. Donc, effectivement, la famille, c'est aussi les disputes de famille, hein. Les repas de famille, c'est aussi le moment où on se dispute. Là, on espère avoir Noël, et j'espère qu'on pourra se voir en famille à Noël un peu, hein, malgré tout. Mais on sait bien qu'à Noël, parfois, c'est aussi le moment où on ne s'est pas vu depuis longtemps, on se dispute, etc. Et donc, la famille, c'est un lieu très important d'apprentissage de la démocratie, en fait, d'apprentissage de la justice. Les psychanalystes montrent bien que, par exemple, on le sait bien, hein, la jalousie entre les enfants, les relations avec les parents même, hein, sans même insister sur l'aspect sexuel, disons simplement l'aspect de conflit, tout simplement, de rivalité, fait que la famille peut être effectivement un lieu d'apprentissage de la justice, très très important, à condition de l'assumer comme tel. Et certains psychanalystes montrent bien aussi qu'il n'y a pas d'État démocratique sans famille démocratique, et inversement, que la société a besoin de familles où il y a le sentiment de l'égalité, le sentiment de la justice,
qui suppose aussi des règles. Hein. Ça ne veut pas dire effectivement que, comme dans toute démocratie, ça ne veut pas dire que justement c'est le règne de l'amour sans règles. Hein. L'amour, au contraire, a besoin parfois de règles et de limites. Et donc, il y a un équilibre dont la famille est un très bon lieu, très bon exemple, très bon lieu d'apprentissage, avec aujourd'hui beaucoup de conflits, puis il y a des familles recomposées, et il y a des nouvelles modalités de faire famille, justement. Et donc, le lien familial est aujourd'hui un mixte entre le lien, disons, biologique, qui n'est jamais totalement absent, même dans l'éducation, il y a de la vie, hein, il y a du temps, il y a on se reconnaît, hein, la langue maternelle, etc. Donc même quand c'est une adoption, par exemple, ou une procréation assistée, il y a de la vie. Et il y a aussi de la culture, il y a aussi, c'est jamais seulement biologique. Donc oui, la famille est un lieu fascinant pour ça. Pour le meilleur et pour le pire, et il faut savoir assumer le pire pour avoir le meilleur. Merci. Alain, qui est à Grenoble, qui est universitaire et qui fait partie de la promo des engagés du Covid, donc la promo d'automne, a toute une série de questions sur la sidération. Et à l'évidence, il n'a pas été sidéré par cette conférence, en tout cas pas laissé sans voix. Alain, c'est à toi. Merci, c'est gentil. Bonsoir à tous. Non, c'est passionnant, hein, cette entrée sur les charges émotives fortes. Moi, c'était des questions de curiosité. Est-ce que vous avez étudié la façon dont on est sidéré différemment? Alors, par exemple, si on est de droite ou de gauche, ou si on est humaniste ou conservateur, ou si on est extrémiste. J'ai aussi une question sur est-ce qu'on est sidéré différemment selon l'âge? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une maturité dans la sidération et que les premières sidérations ne sont pas vraiment liées à la démocratie? Par contre, plus on grandit, plus elles deviennent liées au rapport à la démocratie. Voilà, donc des questions un peu de curiosité. Puis une sidération quand même sur le sexe, sur le genre. Est-ce qu'on est sidéré différemment selon qu'on est homme ou femme? Ah, merci, c'est une question très, très intéressante. Extrêmement importante. Je pense qu'il y a des sidérations, j'oserais presque dire universelles. Hein. Il y en a certaines. Pourquoi? Parce que, quand je dis universel, hein, c'est pas au nom de grands principes a priori, c'est plutôt par la psychologie expérimentale qui montre que tous les humains ont besoin d'un certain nombre de systèmes de protection sans lesquels on meurt finalement, sans lesquels un bébé meurt par exemple. Et le bébé est à l'état quand il naît dans un état que les biologistes et les psychologues appellent la détresse absolue. Donc on construit un certain nombre de protections pour lui, par exemple les liens parentaux. Et finalement, l'écroulement de ça produit une sidération chez tous les humains. Donc il y a un certain nombre de choses, en effet, je pense malgré tout, universelles. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a la mort des parents, mais il peut y avoir aussi la mort des enfants pour les parents, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de risques, je pense qu'on peut les dire universels. Après, vu la définition que j'ai donnée, c'est quelque chose sur lequel je voudrais travailler, effectivement, puisque si j'appelle sidération, disons, l'écroulement de ce qu'on a construit pour se protéger. On peut avoir construit, effectivement, des idées. Hein. Je pense que, mettons, pour Louis XVI, la Révolution française a dû être une sidération. Pourquoi? Parce que, finalement, son monde social s'écroule. Et il n'a pas forcément les moyens, effectivement, de comprendre pourquoi. Alors, est-ce que c'est... Il y a en effet des sidérations relatives. Et je crois qu'on doit effectivement, c'est un travail de définir au fond les sidérations qui nous renvoient à des principes majeurs de la vie humaine. Pour ça que je pense qu'effectivement, on doit quand même se donner une idée quand même de ce qui nous protège de façon commune, contrairement à des protections imaginaires qu'on a dressées et dont l'écroulement nous sidère aussi. Et donc, voilà, il faut se donner des critères. C'est vrai que un nazi peut être sidéré d'avoir perdu la guerre. Il avait une foi absolue dans son parti. Est-ce que sa sidération désigne un principe universel pour tous les humains? Par définition, non, puisqu'il était en guerre contre d'autres. Il opposait ça. Voilà. Donc il faut se donner des critères. Je crois qu'il faut aller vers les sidérations les plus communes.
le fratricide, justement, ce qui nous empêche de vivre ensemble. Et voilà, quand un attentat a lieu dans une fête, dans une église, qu'est-ce que ça vient briser? Ça vient briser quelque chose d'universel qui n'est pas seulement l'église de l'autre, parce que sinon, voilà, le terrorisme vient exprès sidérer l'autre, mais ça vient briser la confiance justement dans la coexistence possible. Donc, il faut effectivement distinguer entre les sidérations, vous avez tout à fait raison. Et sur homme-femme, je vais renverser votre question. Je pense pas qu'il y ait des sidérations féminines ou masculines. Par contre, moi, je sais que dans une des chroniques que j'ai faites dans Libération et qui est reprise dans ce recueil, je parlais de MeToo. Et je disais que j'étais sidéré de voir que... Moi, je croyais qu'en France, on avait atteint un certain degré de respect mutuel entre les hommes et les femmes. Et au moment de MeToo, j'ai dit à ma femme, je me souviens, et à ma fille aussi, je leur ai dit, mais quand même, c'est un peu exagéré quand même. Elles m'ont dit, mais non, pas du tout, tu te rends pas compte, dès qu'on sort dans la rue, dès qu'on met une jupe un peu courte, on a des remarques, etc. Et j'ai dit, mais j'étais sidéré parce que cette sidération-là, je ne l'avais pas, justement. J'ai été, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut analyser la sidération. Toutes les sidérations ne sont pas bonnes, vous avez tout à fait raison. Il y a des sidérations qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Il y en a d'autres qui nous mettent sur la piste de quelque chose qu'on ne voyait plus, d'une protection imaginaire quand s'était construite. Vous avez tout à fait raison. Mais justement, là, c'est pour ça que ça correspond à ce que je disais, la première réponse à la sidération, c'est la parole, c'est de l'analyser, c'est de discuter. Donc cherchons les sidérations communes, ce qui nous sidère tous, la pandémie par exemple, voilà. C'est un bon exemple quand même de se dire, c'est à la fois parce que ça nous sidère, ça nous met devant la mort, ça nous sidère aussi parce que ça fragilise la médecine. On croyait qu'on était protégé, on se retrouve dans des mesures quand même, certains disent médiévales, c'est un peu vrai malgré tout, la quarantaine, voilà, c'est un peu surréaliste, le masque. Donc ça, c'est des sidérations quand même qui touchent presque à l'universel et qu'il faut dépasser parce que la médecine ne s'est pas écroulée, bien loin de là. Même elle va progresser sans doute après avoir eu ce choc. Donc voilà, et puis les systèmes de protection sociale, on les croit assez solides. Bon, voilà, donc il faut cherchons les sidérations vraiment communes. Question d'Olivier, qui est un bénévole de l'Institut de l'engagement et un des piliers de l'Institut, et qui dit que face à une situation, un événement sidérant, il peut être nécessaire de prendre des décisions. J'ai presque envie de dire de prendre des décisions parfois dans l'urgence. Comment concilier prise de décision et démocratie? Alors voilà, ça c'est typiquement un problème pour les démocrates. Les tyrans n'ont pas ce problème-là, hein, disons-le tout de suite. Hein. Au contraire, ils vont prolonger l'urgence le plus possible, et l'urgence permet de suspendre des libertés. Et parfois, donc les tyrans en profitent. Hein. Les nazis, par exemple, n'ont jamais aboli la constitution de la République de Weimar, qu'ils ont trouvée là, une constitution démocratique, mais ils ont appliqué l'état d'urgence pendant 12 ans, de 1933 à 1945. Ils n'ont pas aboli, ils n'ont pas changé la loi, ils ont juste pris l'état d'urgence. Donc c'est vrai que l'urgence est un test pour les démocraties. Comme je disais, la démocratie, elle doit concilier les dangers. Et ça n'est pas un jeu de l'esprit, hein, ce n'est pas du Lego, hein, évidemment. Quand il y a un danger urgent qui arrive, il faut y répondre. Et donc, on doit avoir des règles pour suspendre les règles, à condition de les rétablir après et de les maintenir d'une certaine façon. Un exemple non politique, enfin, disons dans la vie individuelle, c'est, moi je pense que pour penser l'urgence, il faut prendre l'exemple de la légitime défense. Nous n'avons pas le droit de tuer autrui. Mais si autrui nous attaque, nous pensons que nous pouvons nous défendre, ce qui est vrai, mais à une condition, c'est que cette défense sera jugée légitime par des institutions. Après coup, je veux être jugé, moi. Si quelqu'un m'attaque et que je l'ai tué, c'est horrible. La seule façon pour moi de dépasser cette contradiction démocratique, en moi en quelque sorte, c'est que l'État me dise, juge au fond, oui, voilà, c'est qu'il y a des institutions qui le fassent. Pour l'urgence, c'est pareil. Elle doit être temporaire. Il y a des institutions pour la juger après coup. L'état d'urgence où l'on est maintenant, il a des limites de temps, heureusement, dans notre pays. Il va être jugé après coup. Il n'autorise pas tout. Même dans l'état d'urgence de mars-avril dernier, il y avait eu des mesures qui allaient un peu trop loin. On aurait pu laisser déjà un peu les visites dans les EHPAD, et notamment voilà. L'urgence est votée par le Parlement. Donc il y a des conciliations. L'urgence, c'est vrai, change les équilibres.
mais il n'abolit pas l'idée même de l'équilibre. Et surtout, il y a cette dimension temporelle ou temporaire, au fond, qui est la condition pour une urgence dans une démocratie. L'urgence, forcément, moi j'ai écrit un petit article, justement une chronique qui n'est pas dans le recueil parce qu'elle est parue après, je l'avais appelée « L'urgence ne peut pas durer ». Ça ne peut pas durer, comme quand on s'énerve, ça ne peut pas durer, quoi. Mais c'est vrai que l'urgence, par définition, ne peut pas durer. Je crois que Martin Hirsch a une question. Bonsoir à tous, bonsoir Frédéric. Oui, Martin. L'état de sidération peut rendre vulnérable, et est-ce qu'il ne peut pas rendre davantage vulnérable la démocratie avec des abus de sidération qui nuisent à la démocratie? Et du coup, quels sont les bons vaccins de la démocratie face à ces attaques? L'état de dont sidération. On peut donner plein d'exemples. Oui, bien sûr. L'état de sidération est par définition, c'est la double peine, hein, parce qu'on subit un événement. Et en plus de subir un événement, on est rendu muet, on est effectivement dans un état de terreur. D'ailleurs, il faudrait lier la terreur et la sidération, hein. Il y a forcément quelque chose comme ça. La terreur, c'est ce qui produit délibérément finalement la sidération. Il y a des techniques pour produire la sidération, pour ne plus jamais être tranquille. Ce n'est pas forcément l'attentat d'ailleurs, ça peut être un régime totalitaire. Que vous n'êtes jamais tranquille, que vos enfants peuvent vous trahir, etc. Donc oui, la sidération est une double vulnérabilité, physique, psychique, morale, politique. Elle peut être manipulée, elle peut... et c'est, je pense justement, pour répondre à la question, je pense que c'est peut-être en étudiant les techniques de manipulation de la sidération qu'on peut apprendre les techniques pour y résister. Par exemple, il y a des techniques intéressantes, je trouve. Enfin, ce qu'il faudrait étudier, par exemple, c'est dans l'information, dans la communication, les techniques par exemple, la fascination par l'événement. Le propre de la sidération, c'est l'événement, le live. Voilà, il se passe quelque chose de terrible tout le temps. Inversement, le propre de la résistance à la sidération, c'est de prendre le temps. C'est d'analyser, c'est de critiquer, c'est de permettre le désaccord, etc. Donc oui, la sidération n'est pas juste un état psychologique individuel, ponctuel, c'est une forme de structure, et peut-être que le plus grand danger, c'est ceux qui savent la manipuler. Donc malheureusement, il y a des techniques pour y résister, mais il y a aussi des techniques pour l'aggraver, parce que c'est effectivement maintenir quelqu'un dans la sidération, c'est le pouvoir absolu. Et finalement, on est parfois sidéré par des événements extérieurs, mais on est sidéré surtout par le pouvoir. Le pouvoir a quelque chose de sidérant. Et il faut pouvoir... voilà, c'est pour ça que moi, j'avais glissé le mot résistance en face de sidération. Ce n'est pas juste une résistance psychologique, c'est aussi toujours un peu politique, parce qu'il y a toujours... entre les humains, c'est jamais seulement l'événement qui est sidérant. C'est ce qu'en font les autres humains, c'est la façon dont ils partagent ou pas la sidération, la façon dont ils la manipulent ou pas. J'ai répondu très abstraitement, mais je pense quand même qu'il y a des techniques très précises pour résister à la sidération, sans la dénier. D'abord, un des points aussi, c'est de ne pas croire qu'on est invulnérable à la sidération. Et là, il faut effectivement faire sa place au psychique et faire sa place, étudier anticiper les vulnérabilités. Et donc, effectivement, de même que la sidération est brutale, soudaine, eh bien, la réponse, c'est l'anticipation et c'est la prévention aussi. Amadou Tidiane a une question qui prolonge la précédente. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la prestation. Moi, ma question est de savoir comment peut-on appréhender une sidération dans un régime autoritaire. Quand je prends le cas de la Corée, par exemple, où les institutions sont caporalisées, où la séparation des pouvoirs, donc, elle n'est pas effective. Donc, c'est le pouvoir central, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, donc, qui caporalise toutes les institutions de la République. Comment peut-on appréhender une telle sidération, s'il vous plaît? Merci. Merci de votre question, parce que justement, voilà, moi j'ai essayé de montrer que la réponse à la sidération, c'est la démocratie, hein, pour les raisons que j'ai dites, de la parole, mais aussi d'assumer le négatif, de permettre aux citoyens, aux gens d'affronter les négativités, comme on le voit aussi de lutter contre d'autres façons de faire. Donc c'est vrai que dans un régime antidémocratique, hein, qui n'est pas démocratique,
non seulement c'est difficile, voire presque impossible de lutter contre les sidérations, mais le pouvoir politique en rajoute une deuxième couche, en quelque sorte. S'il y a un événement qui arrive, on vous interdit d'en parler, on vous interdit de contester. Et donc, il y a aussi une double peur, toujours. Alors donc, voilà, comment est-ce qu'on fait dans ces états-là? Ben, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'il faut... il y a des personnes courageuses, évidemment. Hein. Il y a des dissidents dans chaque pouvoir politique, des gens qui affrontent justement ce redoublement de la sidération. Il faudrait aussi une solidarité de la résistance à la sidération. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a un philosophe tchèque, Jan Patočka, qui est devenu ensuite un grand résistant. Enfin, il n'a pas fait la Première Guerre mondiale, mais il a écrit sur la Première Guerre mondiale. Et il a vécu plutôt le totalitarisme, et il a dit, voilà, dans la Première Guerre mondiale, tout le monde a été sidéré, justement. Il parlait des ébranlés. Et il a défini, au fond une tâche politique qu'il appelait la solidarité des ébranlés. Le fait que, finalement, il faut être solidaire avec ceux qui sont menacés par ces sidérations-là. Alors, aujourd'hui, on a un peu oublié cette solidarité, et je pense que c'est effectivement très important. Parce qu'au fond, peut-être que la toute première sidération, j'ai parlé du nourrisson humain, hein, la toute première sidération, enfin, peut-être pas la première c'est la mort, bon. La deuxième, c'est l'abandon, hein, le fait que personne ne vient à mon secours. Et donc, d'une certaine façon, oui, je pense, pour répondre aussi à la question de Martin tout à l'heure, en fait, la première des techniques pour résister pour la sidération de l'autre, hein, pour empêcher l'autre d'être détruit par sa sidération, c'est quand même un geste de secours, un geste de soutien. Et il y a certains régimes qui l'empêchent. Vous avez tout à fait raison. Idriss, lauréat de la nouvelle promesse engagée du Covid. Ah, il n'arrive pas à parler. Il y a dans le chat, je ne peux parler actuellement, il a peut-être un problème de micro. Alors, je vais essayer de lire la question d'Idriss. Vous parlez d'engagement, j'entends dans ce terme l'idée d'engagement politique. Il apparaît que de plus en plus, le suffrage universel est supplanté par une forme de suffrage censitaire, non officiel. Comment peut-on remettre au goût du jour l'engagement politique de la population? Et comment lutter contre l'abstention? Faut-il rendre le vote obligatoire comme en Belgique, par exemple? Alors là aussi, hein, merci beaucoup pour la question. Comme j'ai expliqué, enfin, moi, ma position, après on peut discuter, hein, tout le monde n'a pas les mêmes positions exactement, même en partageant le problème. Pour moi, le suffrage universel est un palier, un étage, hein, un premier critère finalement des institutions démocratiques. Il lutte de façon quand même efficace contre un risque majeur qui est l'appropriation du pouvoir politique. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il redevient censitaire en partie, c'est-à-dire que ne votent que ceux qui ont des moyens, mais quand même, il n'est pas censitaire officiellement. Tout le monde a le droit de voter. Et il y a toujours un risque de régression, mais c'est quand même un palier. En revanche, moi, je partage la position, évidemment, selon laquelle les élections ne sont pas le tout de la démocratie, bien loin de là. Et que effectivement, certains disent on est libre 2 fois tous les 5 ans quand on est dans l'isoloir. Hein, c'est pas la liberté. C'est un palier de la liberté, mais ça n'est pas le seul. On voit bien aux États-Unis là récemment, les élections ont joué un rôle majeur, avec des contre-pouvoirs aussi, avec beaucoup de dispositifs. Il faut les compléter. Il faut les compléter. Alors, je ne crois pas que au fond, on peut les compléter par des dispositifs sur les élections, comme ceux que vous évoquez peuvent être intéressants, le vote obligatoire, qui permet peut-être de lutter contre certains risques, ou bien certains disent aussi le tirage au sort, le complément d'autres dispositifs électoraux, etc. Je pense qu'il faut aussi les compléter par d'autres choses que les élections. Justement, par des engagements associatifs, par exemple, pour déterminer des angles morts de la démocratie, que les élections finiront par prendre en compte. C'est le cas du féminisme est très frappant. Le cas des discriminations aussi. Il y a voilà, donc il faut faire progresser les sujets démocratiques par des engagements qui peuvent être
non électoraux, mais qui ont quand même besoin de cadres. Par exemple, on voit bien que sur le climat, il va falloir inventer des institutions. Il y a aussi évidemment le complément international, hein, dont je n'ai pas parlé. Mais il y a maintenant, il y a quand même des cadres internationaux, ils sont très fragiles, hein, ils sont dérisoires même par rapport aux problèmes, mais ils existent. Il y a des recours. Donc voilà, la démocratie, les élections sont un enjeu majeur pour la démocratie, pour la question du pouvoir, hein, qui est centrale quand même. Mais il y a d'autres sujets. Donc il faut compléter d'autres façons et je pense qu'il ne faut pas minimiser ces autres façons qui finissent par avoir un poids politique réel, vraiment. Je pense aussi à la presse, par exemple, l'enseignement aussi, hein. Et tout ça doit être effectivement pensé comme de la démocratie. Emmanuel dit, vous parlez de l'information en continu, est-ce qu'on peut devenir accro à la sidération? La sidération est-elle forcément, existe-t-il des techniques de manipulation pour la faire durer? Et Amélie prolonge sa question et me demande de la porter pour faire suite à la question d'Emmanuel. Donc, vous parlez des techniques pour maintenir la sidération, abaisser le niveau de sidération. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je pense tout à fait que, effectivement, dans le régime de la communication entre les humains est très très important pour comprendre la sidération. On peut la subir, la sidération venant de l'extérieur, hein. Encore une fois, un tremblement de terre va nous sidérer quand même, parce que voilà, la maison va trembler, donc c'est terrible, hein. Le sol qui tremble, le sol c'est notre premier habitat, hein. Mais les sidérations viennent souvent aussi des humains, des informations, des annonces, et donc il y a un pouvoir réel là-dedans. Et je crois que voilà, il y a évidemment des événements objectivement sidérants qui changent le cours du monde, qu'on vit en direct, et déjà il faut tout de suite les environner par la parole, sinon ils produisent des dégâts. Cette double peine de la sidération, ça vaut pour la pandémie, pour un attentat, comment le présenter, comment en parler. Et puis il y a des médias, hein, et des réseaux qui cherchent de la sidération tout le temps, partout, et qui nous noient, nous écrasent sous la sidération, et qui veulent nous sidérer avec n'importe quoi. Qu'on nous sidère avec la pandémie, moi je pense que c'est inévitable, hein. Et même si on doit pouvoir penser la communication en fonction de ça. Mais par contre, qu'on nous sidère avec un match de foot, qu'on nous sidère avec les événements qui arrivent au moindre people venu, qu'on nous sidère avec voilà, qu'il y a une industrie de la sidération qui cherche à nous dire tout est sidérant tout le temps. Tout est live, tout est hyper brûlant. Voilà, donc il faudrait être sidéré par les vrais dangers, mais voilà, il y a une course à la sidération et ça fait partie du problème. C'est presque inévitable, ce n'est pas les nouveaux médias qui l'ont créé, hein. Le scoop, ça existait avant Internet, hein, et les journaux à sensation, comme on dit. Mais je crois qu'un des enjeux majeurs dans nos démocraties, c'est un regard critique sur l'information et les usages de la sidération. Ah, je t'entends plus. J'aimerais beaucoup qu'Yaeline pose directement sa question plutôt que de passer par mon truchement. Yaeline, t'es grand, vas-y. Yaeline, faut brancher un effort. Faut brancher. Bonjour, désolé, c'est parce que il y avait ma mère à côté. Du coup, ma question, elle était simple. C'était juste, non, je ne veux pas la déranger. En fait, je voulais savoir si on doit débattre et discuter pour agir face à la sidération. En fait, comment il fallait bien débattre. Parce que j'ai aujourd'hui l'impression que, en plus du fait que les gens ne s'écoutent plus, on voit que dans le débat public, le niveau a l'air, enfin, vraiment, franchement, l'air bas. Les gens, ils s'injectivent, ils recherchent le buzz à la télé. Je ne citerai pas de nom. Et sans compter tous les fake news qu'il y a, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu dur de savoir comment réagir convenablement face à les sidérations, surtout que face à la sidération, on est un peu à chaud et on peut faire des bêtises. Donc, voilà. Oui, merci. C'est évidemment, pour moi, ce n'est pas un enjeu du tout secondaire, c'est le cœur du problème. On dit parfois, il y a les problèmes et puis après, il y a le débat. En fait,
ne faut pas du tout mettre ça en seconde position, c'est évidemment le cœur du problème. Donc, moi, ce que je dirais, mais après, il faudrait non seulement le justifier, mais un petit peu le mettre en œuvre, hein. Il y a toujours 2 étapes, à mon avis. Il y a un moment d'analyse du problème commun, je dirais. Qu'est-ce qui nous arrive, hein? Et dans l'analyse de ce problème commun, il y a des faits, d'abord. Par exemple, la pandémie, bon, on doit savoir ce qu'il en est médicalement. Un attentat, on doit savoir comment il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, il doit y avoir une enquête. Et puis juste après, et ça permet le débat, justement, l'établissement des faits, parce que quand même, déjà, on revient dans la parole et on cherche à connaître, à comprendre ce qui nous est arrivé. Juste après, il doit y avoir l'interprétation, et là, non seulement on peut, mais à mon avis, on doit être un peu en désaccord. Il y a toujours différentes solutions face à un problème. Et je crois, moi, vraiment, et nos démocraties ont un peu perdu ça, parce que justement, on a maintenant soit des gens qui critiquent la démocratie d'un côté, et finalement, du coup, les démocrates, ils sont obligés de défendre la démocratie. Mais moi, ce qui m'intéresse, une fois qu'on a défendu la démocratie, c'est entre démocrates, c'est de retrouver des vrais désaccords. La démocratie, c'est aussi le désaccord. Et on a le droit de ne pas être tout à fait d'accord sans se faire la guerre, même d'être en des désaccords assez profonds, hein. Est-ce qu'il faut rétablir tel ou tel impôt, par exemple, maintenant, pour répondre aux dangers, aux effets économiques de la pandémie? Est-ce qu'il faut... voilà, on a le droit, et non seulement on a le droit, mais je crois que la seule réponse à ce que vous décrivez, en effet, à l'insulte, qui est quand même un degré de la guerre, la seule réponse, c'est vraiment de construire la controverse, de construire le désaccord, parfois profond, hein. C'est vrai que dans la génération ancienne, déjà dont je fais partie, comme Marc l'a rappelé au début, il y avait une droite et une gauche. Et je pense que ça a été caricaturé par certains qui disent ni droite ni gauche, etc. En fait, on n'était pas d'accord, mais dans un cadre un peu commun, on était très profondément en désaccord, mais dans un cadre commun. Et aujourd'hui, je pense qu'en effet, les oppositions sont devenues si profondes on n'arrive plus à être en désaccord. Je prends un exemple aussi, moi ça m'a beaucoup frappé, par exemple, il y a les attentats de Charlie, quelques jours après, il y a la manifestation du 11 janvier. Et là, on est tous d'accord, évidemment. Et il y a des gens qui ont dit, oui, c'est les bisounours, c'est les bons sentiments, etc. Mais en fait, dans cette manifestation, moi, je me suis engueulé avec quelqu'un qui n'étaient pas du tout d'accord sur l'interprétation de Charlie. Est-ce qu'ils sont allés trop loin? Est-ce qu'ils avaient le droit de faire ce qu'il fallait? On était dans la même manifestation, donc on était d'accord sur l'essentiel, mais dedans, on n'était pas d'accord sur des choses importantes. Et donc, c'est pas vrai, cette manifestation était nécessaire. Il fallait ce moment vraiment d'établir, justement, de répondre à la sidération par, voilà, déjà affirmer ce qui s'est passé, comprendre ce qui nous arrive, partager aussi ce qui nous arrive. Mais le moment juste après, c'est ne surtout pas caricaturer les gens qui ont manifesté ce jour-là en disant ils sont tous d'accord sur des sentiments. C'est pas vrai. On était d'accord sur des idées et en désaccord sur d'autres. Et donc aujourd'hui, il y a des débats légitimes. Il faut les rétablir. Moi, j'espère que, face à des problèmes aussi graves que la pandémie, par exemple, on retrouve des urgences communes, mais aussi des vrais désaccords. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je travaille beaucoup sur les questions de santé publique maintenant. C'est pas facile, la santé publique, parce qu'il y a de la santé et puis il y a du public. Voilà. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à avoir des restrictions partielles à nos libertés au nom de la santé et inversement à prendre des risques pour la santé au nom de la liberté? Donc, on ne va pas tous être d'accord, hein, mais acceptons déjà le problème. Donc je crois que et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est devenu difficile. Je pense que, voilà, vous faites allusion aux États-Unis. Il y a eu le premier débat de cette élection présidentielle américaine, je ne sais pas si vous l'avez regardé, où ils s'insultaient justement, où l'un insultait l'autre. Ça empêche le débat. Après, ça pourrait me conduire sur un autre aspect, mais je n'ai pas le temps, mais j'étais dans un débat récemment sur la déontologie. La déontologie, c'est une morale, une éthique très particulière qui tient non pas au cœur du métier de quelqu'un, mais à ses aspects relationnels. Par exemple, le conflit d'intérêts pour un médecin, etc. Un président des États-Unis qui insulte son concurrent, qui dit « Sleepy Joe », par exemple. Il ne transgresse pas une loi. Il ne va pas faire une loi contre l'insulte. Mais
il brise le cadre démocratique, effectivement, comme vous le dites très bien. Il brise le cadre démocratique pour des raisons déontologiques. Donc il y a aussi des règles à établir, et ces règles déontologiques, déontologie de l'information, déontologie de la police, déontologie des hommes politiques, déontologie de... C'est le devoir de ceux qui ont du pouvoir, la déontologie. C'est le devoir d'un métier, donc quelqu'un qui a du pouvoir a aussitôt un devoir. Voilà. On pourrait prolonger, mais je vois qu'il y a d'autres questions. J'ai presque envie de prolonger avec un clin d'œil à un autre président de la République française, celui-là, qui peut-être finalement n'était pas très loin du président Trump lorsqu'il disait « Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre », après que Jacques Chirac, qui était son challenger lors d'une élection présidentielle, lui disait « Vous ne pouvez pas… » Oui, en même temps, c'est compliqué parce que l'ironie, les pièges un peu du débat font partie du débat. Hein. Où sont les limites, hein? Justement, je distinguerais là quand même, en fait. Je distinguerais. Et puis lui-même, il s'en était pris une. Voilà, il y a un président qui vient de décéder qui lui avait dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Ça, c'est du débat légitime. Bon, il faut aussi, voilà, faut pas tout interdire non plus. Hein. La démocratie, justement, est aussi ce qui permet de distinguer entre le conflit légitime, le désaccord profond, et puis la guerre et ce qui empêche le débat. Quelqu'un se cache derrière le pseudonyme très inhabituel de iPad. Que pensez-vous du manque d'action réelle contre le réchauffement climatique? N'est-ce pas une forme de sidération? Et Estelle ajoute, ou me demande d'ajouter, lors d'un événement climatique catastrophique, comment dépasser la sidération? Comment la démocratie peut-elle répondre au désarroi des personnes? Ben, effectivement, hein, je pense que d'abord, la sidération, c'est jamais si facile à dépasser. Hein. La démocratie, c'est pas non plus magique. Hein. C'est pas magique, mais justement, c'est sa force de reconnaître qu'il n'y a pas de potion magique forcément. Et puis, il y a des cas, alors vous dites que le réchauffement climatique est une sidération, mais ça commence tout juste à l'être. Hein. Il y a peut-être des cas aussi où on n'est pas sidéré. Il y a des sidérations manquées, peut-être, des catastrophes invisibles, comme disent certains. La pollution, certaines formes de pollution, voire de toxicité de l'environnement, sont invisibles. On a été sidéré par l'amiante après coup, finalement. Peut-être que voilà, il y a des sidérations qui sont tardives, qui arrivent trop tard. Donc les lanceurs d'alerte, voilà, on a parlé des mauvaises techniques de manipulation de la sidération, mais il y a parfois aussi des techniques de production de la sidération qui sont des techniques de salut public, hein, de santé publique, alerter. Donc le réchauffement climatique devrait peut-être nous sidérer un petit peu plus. Il nous sidère il y a des effets qui maintenant nous sidèrent un petit peu. Et là aussi, au fond, on voit bien, hein, c'est intéressant cette discussion parce qu'on s'aperçoit que la sidération, ce n'est pas un bloc monolithique, au fond, il y en a plus d'une. Et c'est peut-être aujourd'hui, bizarrement, dans le moment qu'on vit, où on ouvre la télévision ou nos écrans et on a 10 000 sidérations, bah justement, le travail qui n'est pas facile, c'est d'essayer d'arbitrer entre ce qui nous remplit de stupeur, d'essayer de faire le tri. Hein. Et effectivement, l'intérêt du réchauffement climatique, c'est intéressant. Je pense que c'est un peu comme la pandémie. Je ne sais pas ce qu'en pensera Martin, par exemple, mais je pense que la pandémie va être sidérante pendant longtemps. C'est un modèle d'événement très particulier qui va être long, mais le réchauffement climatique encore plus. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre longtemps dans la sidération? Moi, je pense par exemple très souvent en ce moment aux gens qui ont vécu 14-18 ou 39-45. Qu'est-ce qu'on appelle 14-18? Voilà, maintenant on dit 14-18, on a l'impression que ça a duré 2 secondes, mais c'est 4 ans. Ils ont été sidérés pendant 4 ans. Il y a eu 1915, et puis après 1915, il y a eu 1916, etc. Et je ne parle même pas de 39-45. Donc, il y a vraiment une question, certains disent vivre avec la pandémie, mais il faut apprendre à maîtriser la sidération, à je pense, la hiérarchiser un peu comme la question de l'urgence. Et oui, on va avoir une pédagogie de tout ça à faire, mais ce qu'il y a de presque bien, je dirais, c'est que plus personne ne peut être dans le déni, voilà, au moins.
Je crois que Martin voudrait de nouveau intervenir, et peut-être, Martin, que tu peux nous parler de ta propre expérience de sidération pendant cette crise. Je vais rebondir sur la dernière chose évoquée par Frédéric, qui est l'effet durable de la sidération. Il me semble qu'en des crises comme celle-là, où on montre sa propre sidération aux autres, ça fait naître aussi une solidarité. Ouais. Et on se montre sous d'autres facettes. Et ça, je trouve que c'est une question, nous, qui se pose beaucoup dans le milieu hospitalier, où on a été confronté à des choses difficiles, quel que soit notre rôle, qu'on soit brancardier, qu'on soit infirmière, qu'on soit directeur, qu'on soit médecin, qu'on soit malade ou qu'on ne l'ait pas été, etc., qu'on ait été confronté directement aux malades ou qu'on ait été en support de ceux qui étaient confrontés directement aux malades. Et en fait, on s'est vus les uns les autres sous un jour nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir si... Et ce jour nouveau plutôt plus favorable, en fait. Et avec une solidarité plus forte, et avec une compréhension de l'autre plus grande, avec une connaissance de nos différentes vulnérabilités et de nos différentes ressources plus importantes. Et en fait, la question qui se pose, c'est de savoir si cet effet durera au-delà de la pandémie. Et probablement, on a vu tout à l'heure les risques de la sidération, la manipulation pendant la sidération, les risques que cela fait courir à la démocratie. Et il y a une chose aussi qui est assez évidente, qui est la manière dont on est capable ou pas d'en sortir les changements durables. Et en étant philosophe, tu t'intéresses à l'histoire et tu sais peut-être si on sort forcément plus fragile ou si par ailleurs on peut trouver les bons enseignements de ces périodes compliquées. Et puis ma deuxième question ne s'adressait pas à Frédéric, mais à vous autres. J'imagine que vous êtes nombreux à avoir été déstabilisés ou confrontés à des situations difficiles et qui étaient peut-être intéressantes à partager dans le contexte de la discussion que nous avons là. Merci. Merci. Alors, moi aussi, je suis curieux des réponses à la deuxième versant de la question de Martin, adressée à tous, parce que tout le monde, hein, est effectivement, c'est ça qui est intéressant, et ça me ramène à la premier versant, premier aspect. Effectivement, ce partage de la sidération, cette capacité à l'assumer, à ne pas être justement, voilà, par exemple, on parle de Trump, parce que c'est vrai que c'est un bon contre-exemple. Quand il a eu le Covid, c'était Superman, justement. Et alors qu'il y a eu toutes les techniques, toute une industrie finalement qui est venue au secours de son cas. Et même là, il y a pas. Certains ont dit là, il va y avoir un peu d'empathie, un peu de partage de l'expérience, un peu d'effroi humain finalement. Bon, non. Alors, je crois oui que c'est très important de partager la sidération, de l'assumer, qu'on voit effectivement, il y a ces leçons positives de la sidération. Il peut y avoir même de la résilience. Et moi, je suis un peu réticent sur ce mot, mais en tout cas des choses comme ça. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'on ne peut en tirer quelque chose de positif que par des institutions politiques, justement. Et que, au fond, et justement, par le fait de dire, on a partagé de la sidération, mais c'est quand même négatif, la sidération. Donc, on veut quand même l'éviter après. Et on veut des institutions de prévention, on veut des institutions de discussion, on veut des plans qui nous permettent un petit peu d'anticiper, qui nous permettent de nous repérer dans le temps à l'avenir, même si on sait que ça peut revenir. Et donc, je crois vraiment que, oui, si on fait confiance aux gens, justement, c'est parce qu'ils assument la sidération, mais aussi parce qu'ils construisent ensemble une réponse qui n'est pas seulement le partage du choc, qui n'est pas seulement le partage du contre-coup, mais qui est aussi une réponse, disons, institutionnelle et politique. Et je crois vraiment que c'est très, très important. Et c'est très bien que, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un traité de paix ? À la fin d'une guerre, ça peut aussi ne rien régler parce que finalement, on continue on ne purge pas la sidération, on la produit chez l'autre qui va venir se venger, etc. Il y a un enjeu très difficile après les guerres ou après même les génocides, hein, comme au Rwanda par exemple, c'est la question de la réconciliation. La question voilà, là, quand c'est vraiment une sidération qui s'est infligée, que les hommes se sont infligés les uns aux autres, comment est-ce qu'on fait
Je crois qu'en effet, il faut partager plusieurs étapes, l'épreuve de la sidération, mais aussi la réponse. Et pour en sortir quand même. Je veux dire, faut pas, voilà, je pense qu'elle a quelque chose de positif, mais moi je maintiens le fait d'assumer le négatif et d'y résister. Et voilà, je laisse Marc faire rebondir le ballon lancé par Martin aussi. Alors, pour le faire rebondir d'une façon un peu différente d'abord, et puis on reviendra à la question de Martin. Marie voulait poser une question qui est liée à l'histoire, que tu viens d'évoquer à travers différents exemples. Marie, c'est à toi. Pardon. J'ai le temps que je désactive le micro. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Alors, tout de suite, quand j'ai vu l'intitulé de la conférence, il m'a de suite intéressée. Alors moi, depuis quelques années, je travaille de manière personnelle donc sur le naufrage du Titanic, et en ce moment, je suis en train de faire mon mémoire dessus. Donc, je suis en études de cinéma, donc je le fais en rapport avec le cinéma. Et depuis quelques années, je me rends compte que, en fait, on retrouve du Titanic partout dans la vie quotidienne. Par exemple, avec les gens qui vont, je sais pas, qui vont foncer sur l'autoroute, qui vont dépasser les limites de vitesse et qui vont avoir un accident, ou ça va être plein d'autres choses comme ça. Et je me dis qu'on peut tout à fait aussi le comparer à la situation actuelle, parce que on savait que l'épidémie arrivait et on a attendu que l'épidémie s'aggrave pour prendre des décisions. Pareil, il y a eu des pénuries de masques, tout ça. Et justement, en fait, j'en parlais avec un prof parce qu'il m'a demandé mon sujet de mémoire et il m'a dit c'est parfaitement l'allégorie de notre époque. Et je reviens aussi un peu à la sidération parce que c'est un événement qui avait sidéré le monde à l'époque. On va dire que c'était le premier événement qui avait marqué l'époque, parce qu'à cette époque-là, on pensait pas du tout à la sécurité. Aujourd'hui, on est dans une société qui est très sécuritaire, il y a la sécurité partout. Et avant, on pensait pas du tout à la sécurité. Et on va dire que c'est le premier événement qui a amené à penser, oui, il faut réfléchir à ça, il faut réfléchir à ça. Donc ça a été, oui, il faut faire attention aux icebergs, parce qu'avant, on savait qu'il y avait des icebergs, mais les navires circulaient très rapidement parce que la logique de l'époque, c'était d'éviter les champs de glace au plus vite, donc on y allait très vite, alors qu'aujourd'hui, ça paraît complètement dérisoire. Et c'est pour ça que je me suis dit et justement, les nazis se sont servis de cette sidération pour en faire un film de propagande. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de montrer en fait comment des événements du passé ressurgissent en fait dans notre présent, et de se dire, est-ce que finalement on a tiré des conclusions de tout ce qui s'était passé, oui et non, parce qu'avant, on ne pensait pas du tout par la sécurité, et aujourd'hui, limite, on pense trop par la sécurité, mais en même temps, on attend qu'il y ait des événements graves pour prendre des décisions. Et là, je prends l'exemple du Covid, mais il va y avoir plein d'autres exemples. Par exemple, je prends le cas du harcèlement scolaire. On attend qu'il y ait 2-3 jeunes qui se soient suicidés pour parler du harcèlement scolaire. C'est comme par exemple, pareil avec le hashtag MeToo, c'est qu'on attend qu'il y ait l'affaire Weinstein pour parler des violences sexuelles, pour parler du viol, pour parler de la place de la femme dans le monde du travail. En fait, c'est qu'à chaque fois, on attend vraiment qu'il y ait un événement déclencheur pour prendre des décisions. Donc ça, là, c'était un peu, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, cette idée de prendre comment des événements du passé vont ressurgir dans le présent. Merci, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses très importantes dans ce que vous avez dit. Je vais compléter par 2 aspects, l'un sur le Titanic et l'autre sur ce que vous avez dit à la toute fin. Sur le Titanic, vous avez dit beaucoup de choses que même je me disais, c'est vraiment un très bon modèle, il faudrait le creuser. Et je voyais un aspect par lequel je compléterais, c'est l'aspect, disons, effondrement ou sidération, justement, parce qu'on a l'impression que ce qui s'effondre, c'est justement le progrès. C'est-à-dire le Titanic, c'était le comble du progrès. Et c'est là qu'on voit que finalement, un accident majeur, hein, évidemment, une régression dans quelque chose qui semble être un progrès peut nous faire renoncer à l'idée de progrès aussi, peut faire s'écrouler toute notre croyance dans ces progrès. Et c'est effectivement une tentation, mais il faut y résister, hein, évidemment. Donc, le Titanic, c'était aussi peut-être un mauvais usage du progrès. Enfin, on pourrait creuser, il y a l'idée que le progrès vise à
faire d'immenses paquebots de luxe, invulnérables en apparence, etc. Donc je pense qu'effectivement c'est une très très bonne métaphore, et puis ça ouvre le XXe siècle effectivement comme un coup de cymbale qui en annonce beaucoup d'autres. Donc je trouve que c'est très 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 intéressant et à creuser, mais moi je le verrais sur la question du progrès aussi, et comment résister aussi à la tentation de l'abandon du progrès. Il faudrait le réorienter, mais pas... Bon. Le deuxième aspect qui m'a beaucoup frappé, c'était à la toute fin, quand vous avez dit il faut prendre les leçons de l'histoire pour pas être sidéré par, à pas attendre qu'un scandale énorme nous sidère. Et là, vous avez pris des exemples plutôt de violences sexuelles, par exemple, je ne sais plus quel exemple exactement. Oui, j'avais pris l'exemple du hashtag MeToo, parce que c'est vrai que voilà. ça a réveillé plein de choses, et ça commençait par l'industrie du cinéma. Enfin, moi, je fais mes études dans le cinéma, donc on a pris ça de plein fouet. Et après, ça s'est dégagé dans plein de milieux. Il y a le milieu de la cuisine, le milieu du sport, donc ça a eu un immense effet boule de neige. Voilà, mais il faut bien voir une chose, c'est que j'ai présenté au début la démocratie comme luttant contre les violences intérieures, le fratricide, on pourrait dire aussi, je ne sais pas, l'inceste, le viol, etc. Et c'est vrai, à mon avis, et ça a l'air évident. Mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus difficile à admettre pour des humains. On parlait de la famille au début. La famille, bon, bah voilà, c'est très difficile d'admettre qu'il y a de la violence jusque-là, qu'il peut y avoir de la haine dans une famille, qu'il peut y avoir des abus, que en fait, tout amour est aussi un conflit surmonté, etc. Et il faut l'admettre parce que c'est aussi la condition de l'égalité dans les relations amoureuses. On veut des relations égales, et donc bah voilà, on veut être à la fois une famille est libre et égaux, et donc il faut concilier là aussi diverses choses. Donc c'est difficile. Et il y a aussi du refoulement. Et donc, en fait, je crois vraiment qu'il faut aussi du courage pour admettre ces choses-là, et qu'il y a toujours une couche un peu de refoulement qui revient. Là, on va avoir évidemment, j'espère, des verrous nouveaux sur certains harcèlements, certaines choses. Mais après, on va se dire, bon, bah, c'est bon. Voilà, c'est fini, c'est réglé. Mais en fait, non, parce qu'après, ça va être une petite attention de tous les jours. Et si on ne fait pas attention aux petites insultes, aux petits... Et puis, il y a même, face à ce refoulement, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet retour. En anglais, on dit le backlash, par exemple. Voilà, on pense parfois que, justement, l'émergence du suprématisme blanc, c'est l'effet de retour de l'élection de Barack Obama. Donc, c'est tellement difficile d'admettre ces questions-là que finalement, eh bien, elle résiste, quoi. Il y a une sorte de... Voilà, c'est pas facile, hein. Je pense qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des forces, il y a des forces d'aveuglement, finalement, qui expliquent aussi que quand elles sont brisées, on est sidéré. Mais c'est aussi parce qu'il y avait un couvercle très, très fort sur certains sujets. Deux réponses à la question de Martin. Jessica, qui a été sidérée pendant la crise par la façon dont les gens se sont rués dans les supermarchés en oubliant toute logique de solidarité. Et puis Hugo, d'autre part, qui est sidéré par les jeunes révoltés contre la démocratie dans laquelle ils ne croient plus, et un système qui, par ailleurs, est parfois injuste envers eux. Et qui demande si vous avez des idées d'action concrètes pour remédier à cette situation. En tout cas, pour moi, ces deux questions prouvent bien que justement, on ne peut jamais se contenter disons, des dangers communs, des dangers communs évidents et évidemment communs. Par exemple, justement, le virus, qui peut toucher tout le monde, qui est assez égalitaire comme machine, même si en fait, justement, il vient réveiller aussi des inégalités. Parce que, voilà, on voit bien que même dans les dangers communs, il y a le réveil de ces conflits entre les humains dans une même société. Donc, le chacun pour soi est revenu aussi. Et donc, on voit bien qu'un pays est mûr, équilibré, finalement, avec ses institutions, et puis aussi dans les mœurs des gens, finalement. Et c'est un pays
qui arrive à dire, voilà, on va essayer de lutter contre la pandémie, mais aussi contre les inégalités, mais aussi contre la concurrence, et qui va permettre d'accepter un certain nombre de règles. Mais, encore une fois, je reviens sur ma réponse à la question précédente. Hein. Il y a des obstacles là-dedans. Hein. Si tout à coup, dans une salle de cinéma, ou le Titanic, mettons, pour reprendre l'exemple, s'il y a tout à coup un incendie, on risque de mourir. Mettons que l'incendie soit pas grave ou même faux. On mourra peut-être piétiné et pas brûlé. Hein. Mais parce que le piétinement, c'est la double peine, c'est le danger humain qui s'ajoute au danger de l'incendie, par exemple. Donc oui, ça revient toujours. Et sur la question du racisme et de la démocratie qui non seulement n'est pas parfaite, mais qui ne répond pas à des discriminations graves pour certains, je pense que c'est pour ça aussi qu'au fond, la démocratie, si on ne la fait pas progresser sur ces sujets qui sont des angles, qui ont été des angles morts, hein, y compris les questions féminines, la question raciale, etc., non seulement on ne la fera pas progresser, mais on la fera régresser. Il y a vraiment pas, la démocratie ne peut pas être un régime statique. Soit elle progresse, soit elle régresse. Parce qu'effectivement, comme elle n'est pas complète, si on s'aperçoit qu'on se contente du suffrage universel sans les femmes, bah, voilà, c'est évidemment pas une démocratie. Si on maintient des discriminations majeures, effectivement, les gens vont ne plus croire à la démocratie. Ils auront tort, parce qu'il y aura quand même un peu de démocratie plus que dans des régimes totalitaires, mais ils auront aussi raison. Donc moi, j'ai des réponses très banales là-dessus. Hein. J'ai des réponses vraiment sur, en fait, oui, je pense qu'il faut des institutions maintenant assez fermes sur la discrimination, qu'il faut, il faut pas considérer que c'est un luxe dans une démocratie, et il faut malheureusement l'instituer. Les instituer, ces règles antidiscriminatoires. Il faut je ne vais pas entrer dans le détail, hein, mais de telle ou telle mesure qui me semblerait importante dans la police, par exemple, ou dans le recrutement, etc. Est-ce qu'il faut des mesures aussi de discrimination positive dans les établissements d'enseignement pour compléter des inégalités qui se sont sédimentées, etc. Moi, je le pense un peu. Et quand je dis un peu, c'est assez précis. C'est-à-dire, je pense qu'il faut trouver les bons cliquets pour que ça bouge. Je prends un exemple qui m'intéresse, par exemple, c'est l'exemple qui a l'air de rien comme ça, l'exemple de l'écriture inclusive. Vous savez, quand on écrit une, voilà. Je pense que moi, j'écris pas des textes entiers en écriture inclusive, mais je fais toujours attention dans la première fois où apparaît, par exemple, le mot étudiant, je mets toujours étudiante, ou bien je mets étudiant.e une fois, parce qu'il faut se faire un petit peu violence pour faire apparaître les problèmes. Donc oui, je pense que moi, je comprends bien que dans une société qui, face à des dangers extérieurs, dit bah, on a déjà assez de démocratie comme ça, on verra après. Hein, pour l'instant, luttons contre le terrorisme et luttons contre la pandémie, puis on verra après pour les discriminations, etc. Je comprends que là, il y a une part de désaffection. C'est un danger très important. Inès, qui fait partie de l'équipe de l'Institut, voudrait revenir sur sidération. Inès. Oui, pardon, j'avais mis via animateur, j'aime tellement t'entendre poser les questions, Marc. Oui, je voulais simplement vous demander, Frédéric, si le concept de sidération tel que vous l'avez développé, est-ce que vous faites quelques liens avec quelque chose qui avait été développé de manière beaucoup plus succincte par Stéphane Hessel, qui est l'indignation, et qui l'avait rapproché aussi différemment de l'esprit de résistance. Je me demandais si vous faisiez des liens, si parfois vous aviez une petite pensée pour Stéphane Hessel, et moi j'ai parfois l'impression qu'on est passé collectivement ces dernières années, parce que les événements sidérants se sont succédés, de l'indignation à la sidération. Et je voulais vous entendre sur ce sujet si ça vous inspire. Oui, ça m'inspire tout à fait. Je partage votre sentiment que parler de sidération, c'est prendre acte aussi que finalement, on affronte un peu une étape où on est
on est même en deçà de l'indignation, on n'est même plus capable tout de suite de s'indigner puisque la sidération justement nous paralyse en un certain sens. Hein. Et effectivement, un attentat terroriste, ça va... Bien sûr que ça nous indigne, mais ça produit un effet plus profond que l'indignation. Ce qui nous indignait, disons, dans ce que Stéphane Hessel disait, indignez-vous, c'était s'indigner contre les inégalités économiques, par exemple. Donc là, les inégalités économiques ne sont pas un événement qui nous tombe dessus. Nous, au contraire, ceux qui s'indignent ne sont souvent pas les plus opprimés. C'est ceux qui sont déjà un peu moins opprimés, qui ont la capacité de parler et de comprendre l'injustice. Or, le traumatisme nous met tous finalement dans un état de stupeur, justement, où on n'est pas encore capable de s'indigner. Donc, je pense que oui, il faut plutôt retrouver la capacité de s'indigner au-delà de l'effet de la sidération. Et je crois effectivement qu'on est dans une étape un peu antérieure. Maintenant, justement, l'idée que je défendais aujourd'hui, là, et que je défends, enfin, pas seulement aujourd'hui, hein, et que je voulais aujourd'hui concentrer, parce que c'est la première fois que je la concentrais un petit peu comme ça, que la démocratie est la seule réponse à la sidération. Au fond, ça revient à dire la seule réponse à la sidération, c'est l'indignation. Et il ne faut surtout pas, encore une fois, l'indignation n'est pas un luxe. On a l'impression qu'aujourd'hui, on nous dit bah, on n'a pas le luxe de s'indigner parce qu'il y a des dangers trop graves pour qu'en plus on s'indigne, justement, et qu'on s'indigne en plus de choses très simples, hein, d'inégalité excessive ou de discrimination. Voilà. Donc, non, je pense qu'effectivement, il faut retrouver cette capacité à s'indigner. Et puis, malgré tout, alors je terminerai par cette réponse par un avantage de la sidération. Un avantage paradoxal. Hein. Et ça rejoint la toute première question sur les bonnes et les mauvaises sidérations aussi, c'est que ça peut nous redonner un critère des vraies indignations. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu dans nos démocraties un peu un état un peu de confort qui fait que finalement, bah, on peut s'indigner de plein de choses, on peut s'indigner aussi que, je ne sais pas, on peut s'indigner qu'il y ait trop de démocratie, on peut s'indigner qu'il y ait des gens qui travaillent sur l'histoire de l'esclavage, on peut s'indigner qu'il y ait des gens qui voilà, donc tout le monde est indigné de tout. Hein. Les racistes aussi sont indignés, en fait. Ils sont indignés du fait que, voilà, certains parlent de... Comme, on peut manipuler aussi l'indignation. Et donc je pense que la sidération, c'est quelque chose de tellement plus profond, en un sens. Il ne faut pas jouer avec ce mot. Hein. Il a des critères psychopathologiques, il a des critères vitaux, médicaux. Elle nous ramène aux vraies sources de l'indignation, au fond. Parce que là, on est indigné, mais je pense que si on allait dans les endroits où il y a de la misère, si on allait dans les lieux d'injustice profonde, on serait sidéré. Donc je crois que l'avantage de la sidération, c'est que, paradoxalement, comme on disait, il y a des sidérations universelles. Ça nous remet devant les raisons profondes des indignations communes. Pas s'indigner les uns contre les autres, mais s'indigner ensemble contre des choses qui nous menacent tous quand même. Donc c'est un cran plus bas, mais du coup aussi, ça redonne le sens des priorités. Si je peux me permettre juste pour ajouter, d'ailleurs, Stéphane Hessel s'était longuement exprimé sur le fait qu'il avait été mal compris et que l'indignation seule pouvait être complètement inutile et complètement stérile et qu'il aimerait bien être compris un peu au-delà de son court texte sur le sujet. C'était une des raisons pour lesquelles je vous posais la question. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci à vous. Je me rends compte avec sidération que ça fait plus d'une heure que nous débattons et je suis ravi de la création de cet espace public, de cet espace de débat et de la qualité des questions et des échanges. J'ai envie de terminer, Frédéric, avec ce qui n'est peut-être pas une question pour toi, mais sans doute tu pourras la commenter, de Florène. Florène, c'est une lauréate de la toute première promo. Et une lauréate qui, en 2012, était souvent dans la résistance. Et Florène qui dit « Quel est votre avis ? Pourrait-on, nous, lauréats, à notre échelle, face à la sidération, proposer aux différents partenaires de l'Institut un outil d'innovation collaborative et de démocratie participative ? Les partenaires soumettraient leurs enjeux à l'intelligence collective, ce qui permettrait de refaire sens commun et de libérer la parole citoyenne dans un esprit de co-construction et non de passivité. » Magnifique. Alors moi, il y a quelque chose qui me travaille en ce moment,
Donc, je vais répondre un peu comme ça librement. Je pense qu'en effet, on aurait besoin d'une plateforme en ligne, je dirais, voilà, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est la première ressource. On aurait besoin d'une plateforme où, face à un événement, au lieu d'aller seulement vers soit des sites un peu, disons, heureusement, hein, il y en a, des cadres publics qui répondent à l'urgence, justement, et puis ou bien des réseaux qui vont confirmer ce qu'on pense déjà. On aurait besoin d'une plateforme qui propose de manière assez rapide, comme ça, les faits, l'état des débats, les controverses, vraiment pourquoi les gens ne sont pas d'accord et ont parfois raison de ne pas être d'accord. Bref, oui, je pense que collectivement, on aurait besoin d'une plateforme de réponse et d'une plateforme critique pour répondre à nos sidérations. Si quand il y a un attentat terroriste, les gens allaient vers une plateforme, on dit voilà, c'est quoi le terrorisme, pourquoi est-ce qu'on peut pas y répondre d'une manière simpliste, ni comme ci, ni comme ça. C'est peut-être un peu bête, mais je pense qu'on a vraiment besoin d'une plateforme de ressources. Une plateforme de ressources avec à la fois des débats et puis en même temps des choses très simples aussi, des choses vraiment qui peuvent tenir en 150 caractères, qui peuvent juste remettre des mots dessus. Moi, j'ai été très frappé une fois en parlant avec une psychiatre sur le viol. Elle me disait le viol est un traumatisme et l'effet psychique du viol, il faut le traiter dans l'heure en fait, quasiment dans l'heure. Après, il y a certains mécanismes psychiques ça se grave. Et donc, je pense qu'il faut aussi avoir des ressources assez rapides. Et donc, c'est vrai, si vous construisiez cette force de réaction rapide aux sidérations collectives, je crois que ce serait extrêmement utile. Il faudrait que ce soit très vite repéré comme une ressource, avec derrière, j'allais dire, tout un arrière-plan, toute une profondeur de débat, d'engagement, etc. Mais aussi quelque chose de très accessible, quelque chose d'extrêmement accessible. Je crois qu'on a trop considéré, nous autres, j'allais dire nous autres, là, universitaires, chercheurs, etc., qu'au fond, bah, voilà, nous, on sait que c'est compliqué, etc., les gens n'ont qu'à nous lire, quoi. Bah non, il faut construire vraiment les réflexes démocratiques, et ce serait magnifique que vous y engagiez. Frédéric, un très très grand merci à toutes et tous. Merci beaucoup. C'est moi, c'était un moment vraiment magnifique, hein, je sais que je vais y penser beaucoup aussi. Ah. Merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous Merci. Et de la démocratie. Et de la démocratie. Merci. À bientôt. Merci de Daniel. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Bravo, Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.